Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2970 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord le défenseur gauche portugais du Paris Saint-Germain, il s'agit de Nuno Mendes. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Et il y a d'autres anniversaires comme par exemple Lorenzo Pellegrini, joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée hier. Hier, il y avait une journée de l'Euro et on va parler de deux rencontres d'hier. Tout d'abord, le Portugal contre la République tchèque. Et petite victoire, mais victoire importante bien sûr pour le Portugal, mais une victoire très longue à se dessiner parce que les deux buts ont été inscrits très tard dans le match, dans la seconde période à la 69e minute de jeu pour le Portugal et à la 92e minute de la rencontre par Francisco Conceição, donc le fils de Sergio Conceição, l'ancien coach de Porto. Donc pourtant la République tchèque, ceux qui a marqué le premier but, magnifique but de Provod, une frappe surpuissante de loin. Et après, égalisation, but contre son camp et le but de Conceição. En toute fin de match, après, ça a été un Portugal à sens unique. Le Portugal aurait dû gagner bien avant cette victoire à la 92e minute de la rencontre. Donc 19 tirs, 8 tirs cadrés et ça fait 2 buts inscrits pour le Portugal. Donc la République tchèque, c'est une frappe cadrée, un but. Ils ont été ultra efficaces, mais logiquement, le Portugal, qui a été l'équipe la meilleure comme hier, s'est imposé. Donc félicitations aux Portugais. On va parler de ce jeune joueur, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas. Je connaissais son père, Sergio Conceição, l'ancien coach de Porto, qui a failli rejoindre Marseille, mais on sait que ce serait plutôt Roberto De Zerbi. Et il a un fils, et il marque son premier but du côté de la sélection portugaise. C'était pas son premier match, je crois qu'il a joué 3 ou 4 fois avec le Portugal, mais premier but pour lui et surtout, c'était pas lors d'un match amical, c'était lors d'un match de l'Euro, un match où il y avait un partout avant son but et c'est un but qui donne la victoire au Portugal. Donc Conceição délivre la Seleção, donc félicitations à lui, donc un nom maintenant qu'on va commencer à connaître, Francisco Conceição. Et voilà, c'est le fils de Sergio Conceição qui vient d'inscrire son tout premier but avec le Portugal, donc on pense la fierté bien évidemment de son papa. Et lors de l'Euro 2000, donc Sergio Conceição a inscrit un triplé lors de la victoire 3-0 du Portugal contre l'Allemagne. Ça a été une grosse victoire des Portugais. Donc 24 ans après, son fils Francisco marque le but de la victoire pour le Portugal face à la République tchèque lors de l'Euro en Allemagne. Donc il suit les traces de son père, même son père à l'époque avait marqué un triplé contre l'Allemagne. Lui il a marqué un but hyper important, Francisco Conceição. Et c'est vrai qu'en 2003, donc Cristiano Ronaldo jouait avec le Portugal, c'était ses premiers matchs avec le Portugal. Et Sergio Conceição, lui, c'était ses derniers matchs du côté du Portugal. Puis là, c'est un peu l'inverse. Donc là, c'est les premiers matchs de Francisco Conceição lors des derniers matchs de Cristiano Ronaldo du côté de la sélection portugaise. Et tiens, maintenant, on va parler de Cristiano Ronaldo parce qu'on se demandait là ces derniers jours si déjà il jouait l'Euro, c'est magnifique, mais est-ce qu'il allait être titulaire dans le 11 de départ? Et oui, il a été dans le 11 de départ, CR7 et 6. Donc titulaire à la pointe de l'attaque du Portugal, CR7 est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir disputé 6 éditions à l'Euro depuis 2004, donc 2008, 2012, 2016, 2021, c'est joué une année après, donc 2020 de base, et 2024, 6 euros d'affilée, c'est bien évidemment un record. Donc incroyable, Cristiano Ronaldo qui a joué avec pas mal de lignes différentes offensives, on peut dire à l'époque c'était avec Pauleta Figo, lors de l'Euro 2004, il y a eu aussi Nuno Gomes et Simao à l'époque, il y a eu Elder Postiga et Nani, il y a eu Bernardo Silva avec Jota lors de l'Euro 2020, puis là c'est Leao et Bernardo Silva de nouveau, donc voilà, la longévité de Cristiano Ronaldo, c'est quand même incroyable. Et regardez après le but de Francisco Conceição, regardez comment Ronaldo, les gars, point fermé, en train de chambrer un petit peu le gardien de la République tchèque, qui a fait un gros match quand même hier. Et Cristiano Ronaldo, regardez, avait trop hâte que l'Euro démarre pour le Portugal. Regardez, il y a un coup d'envoi, donc là, coup d'envoi passe de l'attaquant du Portugal dans son camp. Puis Cristiano Ronaldo, regardez sur l'image, il était déjà dans le camp. Il était déjà dans le camp de la République tchèque parce que bien sûr il avait hâte de jouer cette compétition. C'est dommage, il a failli marquer un but, ça a touché le poteau sur le but de Jota qui était après il a été hors jeu parce que Ronaldo était un tout petit peu hors jeu, mais bon voilà, plus important bien sûr pour CR7, c'est bien la victoire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais il y a plus vieux que Cristiano Ronaldo, c'est Pépé, les gars, Pep. Donc de 2002 à 2024, Pep 41 ans, 2 ans de plus que Cristiano Ronaldo, sont les joueurs les plus âgés de cet Euro. Les deux Portugais, après c'est Luka Modric, le troisième joueur le plus âgé, que des légendes du football. Et Pep, les gars, c'est quand même incroyable, un titulaire hier, et quel match, même avec Porto, les gars, il était exceptionnel, quel joueur. Donc Pep 41 ans et 113 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou.
est devenu donc hier le joueur le plus âgé à disputer un match à l'Euro devant Gabor Kirali, donc c'est un joueur hongrois à 40 ans et 86 jours, et Cristiano Ronaldo 39 ans et 134 jours. Donc voilà, le top 5 en gros des joueurs les plus vieux qui ont joué un match de l'Euro, c'est Pep qui est devant. Les Pep et Cristiano Ronaldo rentrent dans ce top, dans ce top 5 avec leur match disputé hier. Et toujours avec Pep, donc c'est le joueur le plus vieux de l'Euro, 41 ans, et le plus jeune c'est Lamine Yamal, un des joueurs que tout le monde bien évidemment connaît. Le meilleur joueur du match, c'est ni Pep, c'est ni Francisco Conceição, c'est ni Cristiano Ronaldo, c'est bien lui les gars, c'est Vitinha, déjà la saison qui nous a sorti avec le PSG exceptionnel, et il confirme avec le Portugal. Donc incroyable match, un aimant à ballon au milieu les gars, c'est incroyable le nombre de ballons qu'il touche, et surtout j'adore ce joueur parce qu'il joue propre les gars, il se casse pas la tête, ses contrôles, passes, et c'est ce qu'on demande, et surtout il le fait bien, très rarement des passes en arrière, enfin s'il n'a pas le choix il les fait, mais sinon des passes devant pour amener le danger, tout ça, il fluidifie le jeu, on a pu le voir avec le PSG, il le fait. Avec le Portugal, il a tenté des belles frappes, je me souviens de sa frappe en fin de match là, avec le rebond juste devant le gardien, donc c'est un joueur tellement complet. Depuis un an, vraiment, j'ai trouvé qu'il a pris une sacrée progression comme Vitinha, ça c'est une très bonne nouvelle, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain. Ce Portugal-République tchèque hier est aussi le premier match où aucun but n'a été inscrit dans les 45 premières minutes de la rencontre, il y avait 0-0, ça avec toutes les rencontres, il y avait au moins un but inscrit en première mi-temps, donc là le premier but, il y a eu 3 buts dans le match, mais tous les buts ont été inscrits en seconde période. La réaction de Speed après le but vainqueur du Portugal dans le temps additionnel. Donc Speed, vous savez, c'est le youtubeur américain qui est un très grand fan de Cristiano Ronaldo, donc il était présent dans les tribunes et il était fou, c'est une vidéo, mais ouais, il allait dans tous les sens bien sûr après le but de Conceição en toute fin de match, et regardez aussi dans les tribunes hier, donc ces fans de Cristiano Ronaldo étaient inspirés pour ses flocages, donc CR7 supérieur à Messi par rapport à ce supporter bien sûr du Portugal. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Félicitations Portugal, parce que voilà, rien à dire, c'est quand même mérité leur victoire. On va parler du futur adversaire du Portugal dans quelques jours, ce sera la Turquie, et la Turquie s'est imposée 3-1 contre la Géorgie. Donc on peut voir les buteurs, à noter que Arda Güler a été buteur côté turc, Arda Güler peut-être le joueur le plus connu parce qu'il joue du côté du Real Madrid. Donc Mikotadze buteur côté géorgien. Donc belle victoire de la Turquie. Donc les statistiques, plus de 22 tirs, 8 tirs cadrés, puis 3 buts. Il y en a beaucoup qui disent que ce match est le plus beau match depuis le début de l'Euro. Voilà, ce Turquie-Géorgie par rapport à l'intensité, tout ce qui s'est passé dans le match. C'est que c'était une très belle partie remportée par la Turquie qui prend déjà une belle option pour se qualifier pour les huitièmes. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Arda Güler. A été élu homme du match de ce Turquie-Géorgie. Félicitations à lui, félicitations à ce joueur du Real Madrid. On se souvient, début de saison, il a loupé beaucoup de mots. Il est arrivé déjà blessé au Real de août jusqu'à janvier où il était blessé. Un coup, il avait fait revenir, puis s'était blessé à l'entraînement. Et depuis janvier, il a commencé un petit peu à jouer, surtout la fin de saison là où le Real était déjà champion. Il a grappillé pas mal de matchs en tant que titulaire. Et depuis là, il a joué pas mal de fois. Il a été buteur avec le Real, puis là maintenant titulaire avec la Turquie, et homme du match, et surtout magnifique but. Et record, Arda Güler est devenu hier le plus jeune buteur turc dans une compétition internationale. Incroyable. Donc sublime but. C'est pas un but les gars ou un but tout simple à plaire. Non, regardez, s'il est là, enroulé du pied gauche, ça va dans la lucarne en face. Qu'est-ce que tu veux dire de plus les gars? Incroyable joueur. Et Arda Güler, il a 19 ans et 114 jours. Donc Arda Güler, grâce à son but fou, bat le record de Cristiano Ronaldo, vieux de 20 ans, et devient le plus jeune joueur à avoir marqué lors de ses débuts à l'Euro. Donc Ronaldo, premier match à l'Euro, il avait marqué à 19 ans et 128 jours. Lui, il a marqué à 19 ans et 114 jours. Donc il fait mieux de à peu près 14 jours de mieux que Cristiano Ronaldo, le jeune Arda Güler. Félicitations bien sûr au crack turc. Et cette saison, c'est 7 fois titulaire, parce qu'il a joué aussi beaucoup de fin de match, mais 7 fois titulaire, 7 buts pour ce joueur qui est né en 2005. C'est la nouvelle génération, comme Lamine Yamal, lui qui est né en 2007, plus jeune Lamine Yamal que Arda Güler, mais c'est ces joueurs-là qu'on va voir pendant les 10-15 prochaines années, bien sûr. Ce joueur, quand on voit le talent qui monte déjà à seulement 19 ans. Et Arda Güler, il a dit, seuls quelques-uns de mes rêves se sont réalisés. Par exemple, peut-être gagner la Ligue des Champions, c'est fait avec le Real. Marquer un but au Real, ça a été fait. Marquer avec la sélection turque, donc c'est fait. Donc il dit, après, j'ai encore beaucoup à réaliser, des rêves, bien sûr. Pourquoi pas gagner l'Euro, bien sûr, avec la Turquie. Ça doit être un rêve, bien sûr, pour le jeune Arda Güler. Donc il n'a pas joué tout le match, il est sorti en fin de match. Il a reçu une standing ovation de nombreux supporters turcs qui étaient présents, bien sûr, dans la tribune. C'était dans le stade, je crois, du Borussia Dortmund, où s'est joué cette rencontre hier. Et regardez, il y avait beaucoup de supporters. Arda Güler,
le Messi turc, hein, voilà, ce supporter du Fenerbahçe, parce qu'oubliez pas qu'il joue au Fenerbahçe avant de rejoindre. Le Real a failli aller au Barça, mais du coup, il a été tranché entre les deux clubs espagnols et préféré, le Real Madrid. Et côté géorgien, donc tout d'abord, c'est historique, hein, Georges Mikotadze a inscrit le premier but de l'histoire de la Géorgie dans une compétition internationale face à la Turquie cet après-midi, historique. Voilà pourquoi, parce que jamais ils avaient marqué jamais ils avaient joué de compétition, ni l'Euro, ni de Coupe du Monde. Ils avaient joué les qualifications, mais jamais ils avaient réussi à se qualifier. Donc là, c'est la première fois qu'ils sont qualifiés pour un Euro et premier but pour eux. Donc ça sera Mikotadze qui sera jamais gravé dans l'histoire, on peut dire, de la Géorgie. Félicitations à lui. Donc beau but, hein, voilà, de Georges Mikotadze, sa célébration, hein, qu'il a fait souvent, on peut voir, hein, cette saison du côté de Metz. Et tiens, vu qu'on parle de lui, petite info, rien à voir avec l'Euro, mais plutôt sur son futur, hein, Metz va être très gourmand pour Georges Mikotadze. Le club lorrain réclame une somme bien plus élevée de 20 millions d'euros. En plus là, vu qu'il a été buteur, tout ça, donc ils savent qu'il ne va pas rester à Metz, hein, voilà, s'il ne va pas jouer en Ligue 2 avec Metz, hein, qui descend, non, il va rester en Ligue 1, parce qu'il a dit qu'il est resté dans le championnat français. Donc après, il y a pas mal d'équipes, hein, et surtout, ça devrait se jouer entre Monaco et Lyon. Le club de Lens serait hors course, hein, donc soit Monaco, soit Lyon. Moi, je le verrais bien à la Monaco, avec le départ de Ben Yedder, hein, ça serait, en plus, ça joue la Ligue des Champions, hein, Monaco, le cadre de vie, hein, parfait, donc je vois bien signer là-bas, hein. De toute façon, il prendra sa décision après la compétition. On va parler aussi de Kvaratskhelia, tiens, aussi, qui a été questionné à la fin du match sur son avenir, hein. Il a dit: je me concentre uniquement sur l'Euro, puis après je déciderai sur mon avenir, parce que dimanche, hein, son agent a dit qu'en gros il voulait quitter Naples, hein. Donc là il y a eu une question par rapport à ça après la défaite. Déjà il n'était pas trop chaud à parler parce que son équipe a perdu, mais il a dit: voilà, mon avenir j'en parle pas, je me concentre vraiment 100% sur l'Euro, et après on parlera bien sûr de mon futur. Et voilà, concernant Kvaratskhelia, il est pisté quand même par le Paris Saint-Germain. Donc voilà une photo de deux talents, Kvaratskhelia et Arda Güler. Et lors de ce match il y a eu des débordements alors que la Turquie et la Géorgie doivent débuter leur Euro aujourd'hui à Dortmund. Une bagarre a éclaté dans les tribunes, hein, du Signal Iduna Park entre des supporters des deux équipes, hein. Donc là on peut avoir les supporters rouges, donc turcs, et les supporters blancs, Géorgie. Donc il y a eu des bagarres, hein, des affrontements. Donc voilà. Ça, c'est les choses qu'on n'aime pas trop voir. Bref, le classement de ce groupe F, c'était le dernier groupe, hein, pour cette première journée. Donc la Turquie et le Portugal devant, avec bien sûr les deux équipes ont gagné. Donc les Turcs devant le Portugal, vu qu'ils ont une meilleure différence de but. N'oubliez pas le prochain match, hein, Turquie contre le Portugal. Donc si une des deux équipes là s'impose, elle sera déjà officiellement qualifiée. Donc République tchèque et Géorgie, hein, il n'y a pas le choix, il va falloir gagner maintenant pour avoir l'espoir bien sûr d'aller en huitième de finale. Du coup, le classement de tous les groupes après la première journée, donc c'est simple, hein, les équipes ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc vu que là c'était les dernières poules, hein, Turquie, Portugal, Tchèque et Géorgie. Donc voilà, donc, concernant bien sûr quasiment tous les grosses équipes sont quasiment en tête. Voilà, donc l'Espagne, les Pays-Bas, bon il y a quand même le groupe, la poule E, où il y a quand même la Roumanie en tête, hein, c'est quand même plutôt une surprise, mais bon il n'y a qu'un match joué, il reste encore 2 matchs et tout peut bien sûr être changé. Et par rapport à tous ces matchs, donc 12 rencontres déjà ont été jouées depuis le match d'ouverture, hein, Allemagne-Écosse, donc tous les matchs ont été joués de la première journée. Le bilan, un seul match nul, hein, je ne me souviens même plus qui avait fait nul, j'ai cherché, donc c'est le Danemark et la Slovénie, voilà, parce que j'ai cherché une équipe qui a un point, donc voilà c'est la poule C, hein. 34 buts inscrits, 34 buteurs différents, aucun joueur a inscrit un doublé, donc Kounsoko inclus, hein, donc 2 pénaltys sifflés et 1 pénalty inscrit. Voilà le bilan, on peut dire, de cette première journée de l'Euro. Et c'est que ça fait mieux que lors des 2 dernières éditions. Donc là, 34 buts ont été inscrits sur cette première journée. Là, lors du dernier Euro en 2021, il y a eu 28 buts inscrits lors de tous les matchs en première journée. Et 22 buts avaient été inscrits en 2016 lors de l'Euro en France. Donc là, il y a quand même beaucoup plus de buts qui ont été inscrits, hein, sur cette première journée du côté de l'Euro. Jamais un début d'Euro n'avait été aussi prolifique en 17 éditions. On a du spectacle et nous bien sûr on se régale, hein. Et comme j'ai dit, aucun joueur n'a inscrit le moindre doublé, donc il y a eu beaucoup de buteurs, hein, voilà, tous les joueurs qui ont marqué. Et c'est que le meilleur buteur pour l'instant c'est contre son camp, hein. Un joueur écossais, enfin un joueur de l'Écosse, France et Portugal, voilà, donc voilà. Concernant le classement des meilleurs buteurs, le bilan aussi des favoris dans cette première journée, donc j'ai l'impression quand même que les gros, hein, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, à part bien sûr la Belgique, les gars, qui s'est incliné, qui est pour moi là l'énorme surprise. Sinon bon, la Croatie c'était contre l'Espagne, donc au pire il y avait nul, sinon une des deux les gars ça allait perdre, hein. Donc voilà, donc du coup à part la Belgique, moi, je vois pas d'autres surprises, hein, l'Allemagne, que ça soit l'Italie, que ça soit le Portugal, que ça soit les Pays-Bas. Il y a pas mal d'équipes qui étaient menées, hein, comme le Portugal qui perdait 1-0, ils ont gagné le match. Il y a les Pays-Bas, ils perdaient 1-0 contre la Pologne, ils ont gagné le match. L'Italie, ils perdaient 1-0 contre l'Albanie, ils ont gagné le match. Donc voilà, il y a eu pas mal de changement de score, on peut dire, hein. Mais voilà, toutes les grosses équipes là, hein, avec une victoire les gars, même avec les meilleurs troisièmes,
y a des chances là que la plupart des grosses équipes seront bien sûr en huitième de finale. Concernant les meilleurs joueurs, et en Bundesliga, en Ligue 1 et en Saudi Pro League, 2 joueurs par exemple par rapport à la Liga ou à la Première Ligue où il y a peut-être 1 voire 0 joueur. Donc par exemple en Ligue 1, il y a eu les deux milieux du PSG, Vitinha avec le Portugal et Fabien Ruiz avec l'Espagne contre la Croatie. C'était Fabien Ruiz qui a reçu le prix d'homme du match. Donc voilà, des fois on dit que le championnat français est un peu bas de gamme, mais bon, il y a quand même 2 joueurs de Ligue 1 les gars, parmi les joueurs qui ont reçu un MVP en ce début d'Euro. Des joueurs ont déçu, tiens, quelques-uns les gars, comme Silva, comme Doku les gars, qui a énormément déçu lors du match de la Belgique, Rodri aussi, Foden, De Bruyne, Vardiol, voilà des joueurs qu'on attendait, bon, il y a seulement un match joué, mais des joueurs qu'on attendait bien mieux que ce qu'ils ont pu faire là lors de la première rencontre. Le classement également des meilleurs dribbleurs en ce début de l'Euro, c'est Jérémy Doku malgré qui a une note de 5.7, c'est celui qui a réalisé le plus de dribbles réussis, 6 dribbles réussis. Donc Cody Gakpo et Musiala, 5 dribbles réussis lors de leur premier match. Voilà ce qu'elle va dire sur le bilan de la première journée. Donc là on bascule sur la deuxième journée et aujourd'hui il y a des matchs, 3 rencontres au programme de Croatie, Albanie 15h. donc c'est simple, les 2 équipes ont perdu leur premier match. S'il y a une équipe qui perd les gars, ça sera officiellement la première équipe éliminée de cet Euro. Donc pour les Croates, parce que surtout la Croatie pour moi quand même une équipe qui peut bien sûr gagner l'Euro, ça peut être bien sûr un outsider. Donc là il n'y a pas le choix pour la Croatie. Après le 3-0 pris, goal average ils ont -3, il faut absolument s'imposer contre l'Albanie, sinon même à nul les gars c'est pas mon résultat, attention à eux. Allemagne-Hongrie, donc l'Allemagne les gars en cas de victoire ce soir à 18h sera officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, après leur victoire 5-1 là, s'ils gagnent encore contre Hongrie ça sera fait. Et ce soir le gros match ce sera Écosse-Suisse, voilà. Donc aucun match, tous les matchs seront diffusés sur Bein, aucun match sera diffusé en clair en France, soit sur TF1 soit sur M6. Voilà, concernant les rencontres du jour. Concernant l'équipe de France, on revient bien évidemment sur les Bleus, la une du journal Équipe aujourd'hui, un petit truc en moins. Donc la vie sur Kylian Mbappé a commencé, victime d'une fracture du nez qui l'obligera à porter un masque. L'attaquant et capitaine des Bleus manquera au minimum le prochain match contre les Pays-Bas. Vendredi dès après-demain, l'équipe de France rejoue, donc c'est un France-Pays-Bas vendredi soir. Et Mbappé forfait face aux Pays-Bas, c'est l'équipe qui dit ça, aucun risque ne sera pris, tout ça, mais pour l'instant c'est pas encore officiel, j'ai pas vu encore officiellement Deschamps le dire ou que la FFF, l'équipe de France le sorte en communiqué. Pour l'instant il peut jouer, mais bon, il y a seulement peut-être 10% de chances qu'il joue. Il devrait être forfait, pas de risque devrait être pris bien sûr pour Kylian Mbappé. Mais voilà, ce serait bien sûr un coup dur de se priver du meilleur joueur de l'équipe de France. Et Antoine Dupont propose un code promo pour un masque à Kylian Mbappé ayant subi une fracture maxillo-zygomatique pendant la Coupe du Monde de rugby en 2023. Lui aussi, il avait été, je sais pas s'il avait été opéré, mais il avait dû porter un casque. Donc en gros, voilà des idées de masque. Et Antoine Dupont, le meilleur joueur de l'équipe de France de rugby, lui a dit à MP pour un code promo, j'ai des plans, bon courage surtout. Voilà, par rapport à 2 légendes, on peut dire, de 2 équipes de France, football et de rugby. Et Thiago Silva, Minson Lewandowski, ces joueurs qui ont porté un masque avant Mbappé, parce que Mbappé, de toute façon, il devra porter un masque. S'il revient même, on va dire, pour les 8e de finale, en cas de qualification, il aura un masque. C'est sûr et certain, il ne pourra pas jouer là sans masque comme ça, sonner à vif, on peut dire. Donc voilà, des joueurs comme Ramos aussi, Sergio Ramos, je me souviens, il avait porté un masque. Donc on verra comment ça va lui rendre. Mais bon, voilà. Et surtout les masques, il y a beaucoup de sociétés qui veulent confectionner le masque pour Kylian Mbappé. De nombreuses entreprises se sont proposées pour confectionner le masque de Kylian Mbappé, portera durant la suite de l'Euro. Parce que bien sûr pour des entreprises, c'est confectionner le masque, c'est une grosse pub pour eux. Ils peuvent mettre leur nom de leur société, et puis ça peut faire beaucoup de ventes bien sûr pour le futur. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises françaises veulent tout simplement, françaises ou internationales, les gars veulent être ceux que Mbappé choisira pour porter bien sûr le masque. Kevin Danso, il y peut un petit peu rien parce que c'est quand même un duel bien sûr, mais Danso les gars s'excuse un peu aux supporters français. Je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. Voilà, donc après c'est vrai qu'il n'y peut rien les gars, on voit que c'est pas voulu, parce que lui aussi il ferme les yeux, c'est un duel, puis Mbappé aussi c'est lui, il fait pas exprès Mbappé, mais c'est sa tête qui écœure comme ça l'épaule de Kevin Danso, donc il n'est plus rien. Voilà, c'est un duel, c'est comme ça les gars. Donc voilà, il y a eu un petit message d'excuse, qu'il est désolé tout simplement. Et concernant ce joueur les gars, vu qu'on parle de lui, on groupe aussi les infos. Donc Lens souhaite profiter de l'Euro pour vendre Kevin Danso au meilleur prix. Pour moi je trouve qu'il a fait un match correct, malgré qu'il a blessé quand même Kylian Mbappé. C'est un défenseur rude, on sait que déjà Lens c'est un très bon défenseur et Lens devrait certainement le vendre après l'Euro.
Toujours avec le match des Bleus avant-hier, donc le match a été un carton d'audience, hein. Ça a été suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs, hein. Ça fait 47% de part d'audience, c'est-à-dire quasiment un Français sur deux était devant la télé pour regarder le match de l'équipe de France, donc c'est un record en 2024 depuis janvier. Voilà, c'est la première fois qu'il y a eu autant de monde à la télé pour quelque chose, que ce soit pour du foot ou pour n'importe quoi d'autre. N'Golo Kanté, donc c'est qu'à la fin du match, c'est que ça j'ai un petit peu oublié, les gars, il a quand même récupéré le brassard de capitaine quand Kylian Mbappé est sorti, donc il a donné le brassard de capitaine à Kanté, un mérité. Normalement ça aurait pu être Griezmann, hein, qui aurait pu porter ce brassard, hein. Donc voilà, Kanté, les gars, il a dit c'est la première fois, je ne m'y attendais pas d'avoir le brassard, hein. Ça fait plaisir, c'est un honneur, même si c'était que pour quelques minutes, hein, mais ça représente beaucoup et c'est une fierté d'avoir le brassard de capitaine. Et c'est vrai qu'il a fait un énorme match, hein, élu homme de la rencontre, hein. Et sur l'équipe de France, donc on a pu voir dans le vestiaire ce qui s'est dit, hein, et Kanté acclamé par tous ses coéquipiers après son énorme prestation. Dès qu'il est rentré dans les vestiaires à la fin du match, hein, tout le monde l'a applaudi, hein. Deschamps est parti vers lui, il lui a fait une accolade par rapport au match monstrueux, hein, qu'il venait de faire, hein. N'Golo Kanté qui a rien perdu. Wayne Rooney, tiens, il a dit la France possède le meilleur joueur d'équipe avec N'Golo Kanté. Il sait tout faire, presser, se placer, jouer dans les intervalles, casser les actions adverses et se projeter en attaque, hein. On avait l'habitude de voir ça aussi avec Yaya Touré qui récupérait le ballon, se projetait offensivement et c'était très difficile de défendre contre lui. Kanté fait ça, mais il protège aussi sa défense comme le faisait Claude Makelele. C'est incroyable d'avoir ces deux joueurs qui sont Touré et Makelele en N'Golo Kanté, en un seul joueur, hein. Son énergie bonifie les autres joueurs. À chaque fois que Kanté se projette en attaque, vous voyez souvent 2 ou 3 joueurs l'accompagner vers l'avant sans s'inquiéter du fait de quitter leur position parce qu'ils savent que si le ballon est perdu, Kanté viendra le récupérer. Pour moi, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, bien évidemment, même s'il joue en Arabie Saoudite. Et ben voilà, il a encore le top niveau mondial, tout simplement, N'Golo Kanté. Donc voilà, très beau message, hein, Wayne Rooney quand même sur Kanté, il a dit ça après le match, hein, France-Autriche. Et Rudy Garcia sur le match de l'équipe de France, hein, donc il a dit, hein, quand un milieu défensif ressort comme Kanté, hein, c'est qu'il a crevé l'écran, hein, à ce niveau, il a dit c'est qu'on n'a pas été totalement à la hauteur, c'est vrai, hein, c'est vrai parce que on aurait préféré que ce soit des attaquants qui crèvent l'écran, hein, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'occasions, hein, que c'est un milieu, ça veut dire un milieu défensif qui a récupéré beaucoup de ballons, ça veut dire que heureusement qu'il était là, s'il n'aurait pas été là, ça aurait été un gros problème. Et lors du premier match de l'équipe de France à l'Euro 2020, c'est l'homme du match, c'était Paul Pogba, hein, son collègue à l'époque, hein. Puis là c'est N'Golo Kanté lors des 2 euros suivants, enfin 2 euros consécutifs, hein, un coup Pogba et un coup Kanté, homme du match lors du premier match de l'équipe de France. Toujours avec les Bleus, ce qui est bien actuellement, c'est que l'équipe de France, bon, concède très peu d'occasions, c'est que l'Autriche, les gars, pas beaucoup d'occasions, à part cette grosse occasion qu'ils ont eu juste avant le but. Il y a eu quoi? Il n'y a quasiment rien eu, hein. C'est que l'équipe de France, les gars, les 3 derniers matchs, aucun but pris. Il y a eu quelques buts marqués, mais 0 but pris. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand tu prends pas de but, tu as juste un but à marquer, tiens, comme contre l'Autriche, pour gagner la rencontre. Didier Deschamps sur la titularisation, c'est de William Saliba, hein, parce qu'au début de semaine dernière, les gars, 4-5 jours avant le match contre l'Autriche, hein, c'était plutôt Upamecano et Konaté titulaires, et du coup Saliba était titulaire, hein. Il a dit si je décide de mettre Saliba, c'est parce que je pense qu'il est plus apte que Konaté pour un tel match. Donc voilà, concernant Saliba, les gars, de nouveau il devrait être titulaire pour le match vendredi avec Upamecano. Ça devrait être la même défense, même gardien, même milieu de terrain. Il y a juste en attaque où ça devrait changer, avec certainement Bradley Barcola qui devrait remplacer Mbappé. Giroud, j'ai vu, pourrait commencer titulaire, et Ousmane Dembélé côté droit. Concernant Griezmann, les gars, légèrement ouvert au front hier soir, hein, vous savez, il était poussé sur un panneau publicitaire. Donc Griezmann sera bien apte à tenir sa place, hein, parce qu'il avait aussi une douleur au genou, hein, donc il devrait bien tenir sa place, hein, Griezmann, pour le match d'après-demain, en espérant un meilleur Griezmann, hein. Je ne l'ai pas trouvé bon avant-hier, voilà, c'est plutôt rare, parce que Griezmann, souvent avec l'équipe de France, il est bon. Avant-hier, les gars, il a fait beaucoup de mauvais choix. Bon, après, voilà, c'était peut-être seulement un match, hein. C'est que c'est un très grand joueur, il peut rebondir dès le prochain match. Kamavinga aussi, donc hier il y avait un match, donc il a dû céder sa place dans l'entraînement du soir contre l'équipe réserve de Paderborn. En gros, c'était l'équipe des joueurs qui n'avaient pas joué ou très peu joué contre l'Autriche, hein. Ils ont fait un petit match amical contre Paderborn, enfin l'équipe B. Et en gros il est sorti sur blessure, hein. Il se serait longuement entretenu avec le médecin, on n'espère rien de grave pour lui. Lui, je trouve il a fait une belle entrée, c'est peut-être le seul qui a fait une belle entrée lors du match, hein, contre l'Autriche, hein. Je trouve quand il a remplacé Rabiot à la 70e minute de jeu, il a joué 20 minutes, vraiment de haute qualité. Donc voilà, s'il est blessé, pour l'instant certain pour le match d'après-demain. On va parler de Barcola qui n'a pas joué lors du match contre l'Autriche, mais il devrait peut-être être même titulaire pour le prochain match, hein. Les joueurs peu ou pas utilisés face à l'Autriche lundi soir ont joué un match amical face au U21 de Paderborn, donc l'équipe réserve, hein, donc victoire 7-0 de l'équipe de France et triplé une passe D de Bradley Barcola. Voilà, donc c'est un match, hein, comme j'ai dit, pour ceux qui ont très peu joué.
lors de cette rencontre. Et Barcola triplé, hein, donc Colomboigny but, Coman buteur, Fofana buteur et Konaté buteur. Donc voilà, bien sûr. Et pour revenir sur Barcola, pour moi c'est le joueur parfait pour remplacer Kylian Mbappé si Mbappé venait être forfait pour cette rencontre après-demain. Concernant toujours les Bleus, hein, donc les Bleus toucheront près de 297 000 € chacun s'ils gagnent l'Euro. Voilà. Donc c'est moins que ce qu'ils avaient touché, hein, du côté de la Coupe du Monde. Malgré la finale perdue, ils avaient touché plus de 490 000 € lors de la Coupe du Monde au Qatar en finale. Mais là, bon, c'est l'Euro, hein, c'est peut-être un peu moins prestigieux que la Coupe du Monde, mais ça sera bien sûr une énorme somme d'argent. Normalement, cette somme, les gars, s'ils venaient à remporter, de toute façon, ça ira à des associations. Hein, ils ont toujours fait ça du côté de l'équipe de France, hein, depuis quelques années. Les primes, en gros, vont à des associations caritatives. Donc ça, c'est, on peut dire, un très beau geste. Ils sont seulement 4 à avoir disputé, à participer à cette compétition majeure avec la France, Euro ou Coupe du Monde. Hein. Et ben, il y a Lloris, Thuram, Henry et Olivier Giroud. Hein. C'est déjà sa 7e grande compétition, soit Coupe du Monde, soit Euro. Hein, c'est fou, hein, c'est sa dernière compétition, parce que la prochaine Coupe du Monde, la prochaine grande compétition de l'équipe de France, en espérant que les Bleus y soient, et ben, il sera pas là, parce qu'on sait qu'après, il prend sa retraite internationale. Olivier Giroud. Du côté, on va parler un peu côté autrichien. L'Autriche a fait 22 tacles et 18 fautes avant-hier face à la France. Un record depuis le début de la compétition. Ralf Rangnick, hein, qui souhaitait faire du jeu, il avait dit en conférence de presse avant le match, hein, on va faire du jeu contre l'équipe de France, tout ça. Il n'y a pas eu de jeu, les gars. C'était tout de même assez décevant ce qu'on a vu hier. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils perdent que 1-0. C'est vrai que l'Autriche, les gars, n'a pas montré grand-chose. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai vu, moi. Et le gardien, les gars, de l'Autriche, il estime même que la France en sort bien avec cette victoire. Donc, lui, il va comme au culot. Ouais. Il a dit, hein, je pense qu'à la fin, la France était heureuse que l'arbitre ait sifflé la fin du match. Parce qu'au final, pendant la majeure partie de la seconde période, je pense que nous méritions le match nul. Bon, l'Autriche, les gars, je me souviens des occasions. Il y a la grosse occasion en début de match. Enfin, avec l'arrêt de Mike Maignan, là. Après, il faut que je retrouve des occasions de l'Autriche. L'équipe de France, on avait pas mal quand même. Il y a eu le face-à-face de Mbappé. Il y a peut-être une ou deux aussi grosses occasions où Griezmann a coulé un peu trop court. Ça question de millimètres. Voilà, ça aurait pu finir à 2, 3, 4, 0, voire 4-1 s'ils auraient marqué leur but. Donc, quand il dit oui, que le match nul aurait été plus mérité, je ne suis pas du même avec lui. Bon, bref, selon moi, ils ont défendu très bas. Je m'attendais à ce qu'ils pressent davantage, hein, qu'ils soient plus actifs. Peut-être c'était une volonté. C'est vrai que quand l'équipe de France, des fois, n'avait pas tout le temps le ballon, mais quand ça ressortait en contre-attaque, là, on leur a fait beaucoup mal à l'Autriche. C'est dommage juste que les derniers gestes, les dernières passes, tout ça ont été mal gérés par l'équipe de France parce que tu pouvais faire beaucoup plus de mal. Hein. Donc il a dit, car c'est l'une des meilleures équipes du tournoi, je m'attendais à ce qu'il soit plus actif. Hein. Donc voilà, pour lui, c'est pas non plus un vol, mais pour lui, un nul aurait été plus logique. Bon, je ne suis pas du tout du même avis que le gardien. Hein. Et tape Kylian Mbappé qui a interrompu le jeu volontairement hier en rentrant sur le terrain. Mbappé, ça y est, il était dehors, il est le nez cassé, il est rentré sur la pelouse, il s'est assis, il a pris un jaune après. Il a dit juste vu qu'il avait déjà du sang partout, parce que c'est lui le premier à avoir arrêté le jeu pour dire ok, Mbappé il était en sang. Hein. Donc tu ne savais pas si c'était une coupure ou plus grave après avoir vu le sang. Hein. C'est là que j'ai agi de manière juste, hein, pour dire arrêter le jeu. Voilà, il a mal. Hein. Pas comme lui, en gros c'est pas comme lui, parce que lui il est rentré après sur le terrain, hein, parce que l'équipe de France était à 10 contre 11, hein, donc voilà, c'est sacrifié avec un jaune on peut dire, Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce France-Autriche, même si c'était avant-hier, et encore, vous avez vu encore quelques infos sur cette rencontre. On continue, tiens, on va parler du côté de l'Allemagne. Hein. L'Allemagne joue contre la Hongrie et on revient sur l'Allemagne-Écosse, hein, et de ce supporter, il s'appelle Flackman, à 43 ans, supporter de l'Allemagne, s'est cassé la main sur une frappe de Niklas Füllkrug, hein, l'attaquant, en plus qui a été buteur, mais à l'échauffement il faisait des grosses frappes, il y a des frappes hors cadre, hein, qui sont partis dans les tribunes. Et il a cassé le bras, les gars, d'un supporter. Hein. L'attaquant de Dortmund a arrosé les tribunes à l'échauffement du match face à l'Écosse et a touché le pauvre supporter qui s'en est tiré avec une main cassée. Et un séjour à l'hôpital, hein, je me suis retrouvé à Chantélim sur une civière et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai dû renoncer à mon rêve d'assister au match d'ouverture parce que c'était en début de match. Hein. C'était avant le match, donc il est parti à l'hôpital, il n'a même pas vu le match. Hein. C'est le supporter. Hein. Mais ce n'est pas tous les jours, hein, que l'on souffre d'une fracture à cause d'un tir de Füllkrug. Hein. En guise de consolation, Füllkrug a fait parvenir à ce supporter un maillot dédicacé accompagné d'un message d'excuse. Donc petite info les gars concernant ce supporter allemand. Toujours tiens du côté de l'Allemagne, à la gare centrale de Stuttgart, il y a un panneau indiquant la ville en dessous et il y a inscrit ville natale de Jamal Musiala. Très sympa ce qu'a fait la ville. Hein. Donc Stuttgart, hein, puis en dessous en rouge c'est marqué ville natale de Jamal Musiala. En gros il vient de là, il est originaire de cette ville. Hein. Donc voilà, cette pépite bien sûr. Musiala qui a été élu homme du match, hein, lors de la première rencontre de l'Allemagne. Après TF1 qui confond Bukayo Saka avec Marc Guéhi. Hein. Un journaliste confond cette fois-ci André et avec Amadou Onana. Donc André Onana c'est le gardien du Cameroun, hein. Et Amadou Onana c'est le milieu belge, hein.
Et il a dit, ce n'a pas du tout plu au milieu de terrain, André, c'est même pas mon prénom là, donc voilà, parce que le journaliste de RTL Info lui disait, oui André, par rapport au match, en plus il venait de perdre la Belgique, donc il était énervé bien sûr, et il dit André alors qu'il s'appelle Amadou, donc c'est pour ça qu'il a très mal pris, le joueur belge. On va parler de Ben White, donc pas convoqué avec le Portugal, l'Angleterre, désolé, donc actuellement en vacances car non sélectionné pour disputer l'Euro, a été aperçu dans les rues d'Ibiza avec des boîtes de snus à la main. Le snus est très puissant dans la dépendance à la nicotine dont son taux est très élevé et peut provoquer des cancers, voire pire des AVC. Donc voilà, une petite info de Ben White. Je ne sais pas trop ce que c'est le snus, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas bon. Donc il a été pris en photo avec ça, tout simplement Ben White. Le joueur je crois qu'il joue Arsenal, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, on va parler de la Copa América. N'oubliez pas que la Copa América commence dans la nuit de jeudi à vendredi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, tout à l'heure, on parlait de Pep avec Cristiano Ronaldo là depuis longtemps. C'est la même chose pour le duo Messi, Angel Di Maria. Ils vont être encore ensemble lors d'un tournoi. Ensemble, peut-être le dernier tournoi de Di Maria, ça c'est sûr. Il a dit qu'après il arrête avec l'Argentine, après cette Copa América. Et pour Messi, on verra s'il ira jusqu'à la Coupe du Monde. Et concernant cette Copa América, le match d'ouverture, c'est bien l'Argentine. Donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, ça sera 2h du matin, heure française, Argentine-Canada, match d'ouverture de cette Copa América. Donc le lendemain les gars, de la nuit de vendredi à samedi sera le Pérou contre le Chili. Après dimanche, il y aura 2 matchs, de dimanche à lundi, ou de samedi à dimanche plutôt, parce que c'est les horaires de la nuit. Donc Équateur, Venezuela et Mexique. Jamaïque à 3h du matin. Et de la nuit de dimanche à lundi, on peut voir les États-Unis, Bolivie, on peut voir l'Uruguay, Panama, le Brésil. Ils joueront de la nuit de lundi à mardi. 3h du matin, Brésil-Costa Rica, le premier match. Donc voilà, concernant tous les matchs, c'est la première journée, on peut dire, du côté de cette compétition que je parlerai bien évidemment quand elle commencera, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore un match qui a été joué. On quitte les sélections, tout ça, on revient en Europe et direction l'Angleterre, parce qu'on connaît la première journée, les calendriers ont été dévoilés du côté de l'appel. Première journée, regardez-moi cette grosse journée. Donc Manchester ouvrira le bal, c'est le 16 août, un premier match, Manchester United contre Fulham, match d'ouverture de cette nouvelle saison de Première Ligue. On peut voir samedi par exemple Liverpool ira défier Ipswich, il y a une équipe qui monte en Première Ligue. Le lundi les gars, donc il y aura un match Leicester-Tottenham, la grosse affiche les gars, c'est quand même le dimanche, regardez, le dimanche à 16h30, Chelsea-Manchester City, première rencontre on peut dire du côté de l'appel. Donc il y a énorme match, donc avec ces deux coachs, regardez, on peut voir Pep Guardiola avec Enzo Maresca, le nouveau coach, ancien coach de Leicester mais nouveau coach de Chelsea. Déjà les deux ils se ressemblent, regardez, c'est des sosies, mais Enzo Maresca c'était l'adjoint de Pep Guardiola à l'époque, et les deux du coup vont s'affronter, Chelsea contre City lors du premier match. Donc voilà, cette grosse nouvelle saison, on peut dire, de PL. Et concernant City, tiens, on va regarder les grosses équipes anglaises, les 6 premiers matchs. City, les gars, donc on peut voir par exemple, premier match, j'ai dit, ça sera Chelsea à l'extérieur. Ensuite, ça sera donc le 18, donc après, ça sera le 24, ça sera la réception de Ipswich, qui va jouer Ipswich. Ils vont jouer Liverpool et City, leurs 2 premiers matchs. Après, il y aura West Ham, il y aura Brentford, Arsenal. Il y a un City Arsenal déjà prévu le 21 au 22 septembre. C'est quand même déjà un gros match, les 2 premiers du championnat. Arsenal, les gars, on peut voir leur programme. Donc, ils se déplacent, ils recevront plutôt home, c'est-à-dire à domicile. Donc, Wolverhampton, ce sera le match d'ouverture pour les Gunners. Voir Aston Villa ensuite, il y aura Brighton. Ils ont un gros calendrier, regardez. Donc Wolverhampton, après Aston Villa qui a fini comme 4ème, Brighton qui est une bonne équipe. Après ils auront Tottenham, ils auront Manchester City. Donc gros programme. Donc concernant l'équipe de Liverpool, donc un calendrier, début de saison plutôt correct, on va dire, pas simple parce qu'il n'y a rien qui est simple, mais voilà, Ipswich, Brentford, Manchester, ça sera à l'extérieur le week-end le 31 août, 1er septembre, ça sera Manchester. Donc voilà, concernant Manchester United, on peut voir aussi leur programme, alors des 6 premiers matchs, toujours le match colonne de gauche les 3 premiers, puis après colonne de droite les matchs qui suivent. Du côté de Chelsea, donc avec cette réception de Manchester City bien sûr pour le premier match, ou par exemple Tottenham eux se déplaceront à Leicester, qui a fini premier de la Championship saison dernière. Il y a aussi des grosses équipes pour Tottenham, donc ils ont ils ont Newcastle, ils ont Manchester United ou Arsenal lors de leurs 6 premiers matchs. Donc voilà, concernant cette première journée, on va parler de juste une équipe pour West Ham. Et la saison prochaine, West Ham jouera ses 9 premiers matchs de Première Ligue à Londres. Les Hammers ne quitteront pas la ville avant le 2 novembre parce que du coup ils jouent à Londres, mais voilà, soit ils jouent à Aston Villa, donc c'est à Londres, voilà, Crystal Palace, donc quand c'est en blanc les gars c'est que c'est à domicile, donc quand c'est à domicile c'est chez eux, mais par exemple Crystal Palace c'est à Londres, leur déplacement à Fulham c'est à Londres, Brentford c'est à Londres et Tottenham c'est à Londres, donc voilà, en gros leur premier déplacement en dehors de Londres ça sera le 2 novembre du côté de Nottingham Forest.
Voilà, concernant cette équipe de West Ham. Du côté de la Liga, pareil, le calendrier a été dévoilé. Donc voici le calendrier de la première journée. On va regarder les 3 grosses équipes espagnoles. Donc le Real Madrid, premier match se déplacera à Mallorca, un match d'ouverture. Il y aura aussi le Barça qui se déplace à Valence et l'Atlético se déplace à Villarreal. Voilà, les 3 grosses équipes déplacement. Même Girona, si on les prend en compte. Les 4 premiers, la saison dernière, tout le premier match à l'extérieur. Ça sera au Betis Séville. Donc voilà, concernant ce championnat. Et par rapport aux dates du Classico, donc le premier Classico se jouera au Real Madrid, donc ça sera le 27 octobre 2024. Real Madrid au Bernabéu recevra le FC Barcelone. Et le match retour cette fois-ci au Camp Nou le 11 mai 2025. Le Barça recevra le Real Madrid. Et on verra ce duel bien sûr Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Et peut-être pour ça que le Barça du coup recevra au match retour. Comme ça le stade sera prêt. N'oubliez pas que le stade pourra accueillir bien sûr des matchs à partir du mois de décembre. Par exemple si ça aurait été avant le match, il serait joué dans le stade Montjuic. Donc du coup ce match se jouera bien du côté du Camp Nou, le match retour. Et regardez l'avancée des travaux Camp Nou les gars. Quelques photos tiens de l'avancée bien sûr du Spotify Camp Nou du côté de Barcelone. On est encore très très loin bien sûr voilà, que ça soit fini. Mais bon ça avance et comme j'ai dit décembre, normalement, le stade aura une capacité de 70%. Et quand il sera fini à 100%, ça sera en 2026. Donc voilà, ça avance bien sûr du côté de Barcelone. Et tiens, en parlant du côté du Barça, le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal, les gars. Il espère devenir une légende du Barça. Donc oui, pourquoi pas jouer toute ma vie au Barça. J'espère devenir une légende du club. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut dire, pour les supporters du Barça avec Lamine Yamal qui souhaite peut-être même faire toute sa carrière du côté du club. On va parler de quelques autres infos. Mercato, tiens, il s'est fait les gars pour Lilian Brassier à l'Olympique de Marseille. Donc le joueur de Brest va rejoindre l'OM. Donc le transfert s'élève à 9 millions d'euros plus bonus. Pisté par Bournemouth et Bologne. Le joueur a préféré rester en Ligue 1 et rejoindre Marseille. C'est quasiment fait les gars. Donc belle recrue du côté de Marseille. Il va quitter quand même Brest où il aurait pu jouer la Ligue des Champions pour aller à Marseille qui joue rien du tout. Bon, voilà, après, voilà, par rapport au prestige, bien sûr, Marseille est beaucoup plus grand, on peut dire, que l'équipe de Brest. Donc, belle signature du côté de l'OM. On va parler d'Ethan Mbappé, annonce son départ du PSG, après le départ de son frère, de son grand frère qui part au Real. Donc, il a annoncé officiellement son départ. Regardez, c'est lui qui l'a mis sur son compte Instagram. Bon, je ne vais pas tout lire, mais par exemple, c'était il y a bientôt 7 ans qu'il avait rejoint le club et j'étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C'était le début de cette année où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. 7 années de rencontres qui m'ont marqué à tout jamais, tout ça. Donc voilà, en gros je dis merci à tout le monde et au revoir PSG. On ne sait pas encore où il va aller, il est en fin de contrat, tiens, dans 11 jours exactement, donc il reste pas au PSG. Ethan Mbappé, du coup le PSG aura perdu les 2 Mbappé sur ce mercato 2024. Toujours du côté de Paris, un départ aussi, c'est dans la catégorie féminine et c'est quand même un gros coup dur parce que c'est la meilleure buteuse quand même de la dernière Kema saison dernière. Donc c'est Tabitha Chawinga, donc meilleure joueuse aussi de la dernière Kema saison dernière. Donc elle va s'engager du côté de Lyon très prochainement, le club rival on peut dire du PSG en Ligue 1. Et toujours avec le PSG a demandé à jouer ses 2 premiers matchs de la saison à l'extérieur, les JO se déroulant au Parc des Princes jusqu'au 11 août et Paris aimerait changer la pelouse avant bien sûr de débuter le championnat. Demande refusée par la LFP. Non, ils joueront un match bien sûr à l'extérieur, mais l'autre match sera joué à domicile. Donc voilà, parce que le PSG aura voulu changer bien sûr la pelouse vu qu'il y aura les JO, donc elle va être un peu usée cette pelouse. Non, la LFP a dit non. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la LFP aussi a refusé une offre de 400 millions d'euros venant de DAZN pour diffuser la Ligue 1. La Ligue 1, la LFP réclame 500 millions d'euros. N'oubliez pas que déjà la Ligue 1 visait 1 milliard d'euros par rapport aux droits TV sur les 4 prochaines années. Donc déjà ils ont vu leur prêt à baisse, 500 millions. Et là on propose 400 millions. Donc ils ont dit non, ils espèrent 500 alors qu'ils espéraient 1 milliard, le double. Donc voilà, c'est un gros coup dur bien sûr avec les départs de Messi, Neymar saison dernière, de Mbappé. Donc la valeur marchande bien sûr de la Ligue 1 a descendu par rapport aux droits TV. Et Vincent Labrune a parlé plus en profondeur dans Le Monde, le journal Le Monde, du plan de la FP pour l'hypothétique chaîne Ligue 1, Ligue 2 à 25 € par mois qui pourrait être lancé prochainement. Il a dit un tel projet pourrait rapporter plus de 700 millions d'euros en moyenne par an, avec une première année à 540 millions et cinquième année à 900 millions d'euros. Cette chaîne est susceptible d'attirer plus de 3 millions d'abonnés à un tarif de 25 € par mois pour suivre tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Même les matchs, par exemple, les gros matchs Canal+, normalement le dimanche soir, seront sur cette chaîne. Donc, est-ce que vous seriez prêt à payer 25 € par mois pour cette chaîne et qui vous serait diffusée seulement
seulement la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n'y aurait pas d'autres championnats, mais il y aurait tous les matchs de la Ligue 1. Il n'y aurait pas le PSG par exemple sur Canal+. Non, tous les matchs seraient sur cette chaîne-là. Donc il y a un petit sondage fait sur Football Log. Voilà, oui ou non, 2900 votes. Et 92%, même 93% si on arrondit, serait pas du tout chaud à payer 25 € par mois pour suivre seulement la Ligue 1 et la Ligue 2. Alors que lui, il voit au moins plus de 3 millions d'abonnés, Vincent Labrune. Voilà, donc... on peut voir que je ne sais pas si ça marcherait. Peut-être qu'ils auraient des abonnés, peut-être 1 million, mais atteindre les 3 millions comme ils le souhaiteraient, on pense que ce serait très compliqué. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.